Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les personnes du public ainsi que les personnes bien installées chez elles confortablement pour suivre ces débats, je vous souhaite la bienvenue à ce conseil municipal. Je vais vous demander de bien vouloir procéder à la désignation du secrétaire de séance et pour ce faire, je propose Madame Gall. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. À l'unanimité, Madame Gall est désignée ce soir secrétaire de séance. Je procède maintenant à l'appel nominatif des membres du conseil municipal afin de vérifier le quorum. Je vous rappelle, il faut qu'il y ait 12 personnes présentes pour que le conseil municipal puisse siéger en toute légalité. Je détiens pour ma part 5 procurations. Est-ce que vous avez, vous, des procurations en votre possession? Non. Enfin, je l'ai la vôtre, voilà, j'en ai 5. Donc, je vais donc procéder à l'appel. Monsieur Grave Pascal. Présent. Madame Messel Yolande. Présente. Monsieur Zorzut Jérôme. Présent. Monsieur Varroqui Roland Vincent. Présent. Madame Pellissier Sylvie. Présente. Madame Petitbois Pascal. Présente. Madame Covy Brigitte. Présente. Monsieur Drault Alain. Présent. Monsieur Fleury Michel. Présent. Monsieur Sine Nicolas. Présent. Madame Gall Marie-Paul. Présente. Monsieur Justy Jacques. Présent. Madame Guérin Carole. Procuration à monsieur Bouchard. Monsieur Casabianca Fabien. Procuration à monsieur Sine. Madame Laforest Sylvie. Procuration à monsieur Graff. Monsieur Verrecchia Christian. Présent. Monsieur Saillé Jérôme. Présent. Madame Avinins Marie-Christine. Présente. Monsieur Reboul Régis, procuration à monsieur Saillé. Monsieur Duira Denis. Présent. Monsieur Coutin Denis, procuration à madame Avinins. Monsieur Choiselat Jean-Pierre. Présent. Nous sommes 17 présents. Le conseil municipal donc peut siéger en toute... Ah oui, 18... Alors... non, je me suis compté. 18. 18. Ah, j'avais dit 17 ? Ah bon, d'accord. Donc 18. Nous sommes 18. Nous pouvons siéger en toute légalité. Merci de ta vigilance. Mais les chiffres, on sait que ça te connaît. Hein, voilà. Alors, nous allons procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Effectivement, à la suite de la démission de Mme Bessy Marie-Christiane, démission reçue en mairie le 2 septembre 2024, il convient d'installer un nouveau conseiller municipal afin de la remplacer. Le suivant de liste, M. Verrecchia, a accepté de siéger au sein du conseil municipal. Je lui souhaite la bienvenue et je vais lui donner la parole brièvement. Je suis ravi enfin de pouvoir participer. J'attendais ça depuis longtemps. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je compte sur vous pour m'aider. Et ben, on continue. Je vous surveille toujours. Pas de problème. Merci Christian. Donc nous n'avons pas à voter. L'Assemblée prend acte de cette installation. Nous passons au point suivant, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du 25 juillet 2024.
Vous avez tous été destinataires de ce procès-verbal. Avez-vous des questions ou des commentaires? Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. À présent, nous passons à la présentation des rapports et donc à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Premier point de ce conseil municipal, les décisions prises sur délégation permanente. Vous avez été destinataire de ces décisions prises par le maire. Est-ce que vous avez des questions concernant, je ne vais pas les reprendre les unes après les autres et expliciter ce que vous savez déjà, donc je préfère répondre éventuellement à vos questions. S'il n'y en a pas de vote, l'Assemblée prend acte. Je vous écoute, Madame Avinès. Vous m'entendez bien? Oui. Voilà, j'ai juste une question pour la numéro 35, la fixation des tarifs d'intervention des accidents et incidents. Comment ça se passe exactement, en fait? Je vous prends un exemple. Nous avons, imaginez qu'il arrive sur la commune un véhicule qui perd le contrôle, un conducteur qui perd le contrôle de son véhicule, qui percute un poteau et qui fait tomber ce poteau sur la voie publique. À partir du moment où le tiers est identifié, c'est-à-dire que la personne qui a fait ça est identifiée, les services municipaux vont se déplacer pour sécuriser la circulation et cette intervention sera facturée au tiers qui sera identifié. Donc à la personne qui a eu l'accident. Oui. Et il n'y a pas une assurance pour tout ça ou comment ça se passe? Nous, en tout cas, à partir du moment où on fait intervenir les services municipaux à titre privé, puisque c'est dans le cas d'un accident d'une personne privée, nous sommes obligés de facturer, de faire un titre de recette enfin là, nous ferons un titre de recette de cette intervention. Après, à charge la possibilité de se faire rembourser par l'assurance, elle incombe à la personne qui a eu l'accident. Mais en tout cas, nous, on est tenus, puisqu'on fait intervenir du personnel communal sur un accident privé avec un tiers identifié, on est tenu de facturer cette intervention. D'accord, ça marche aussi s'il y a un accident avec 2 personnes, 2 voitures, et vous allez facturer aux 2? Si on a, oui. Et si on a, par exemple, les 2 voitures qui sont bloquées sur la voie, qui ne peuvent plus se déplacer, et qu'il faille sécuriser, faire une circulation alternée avec du personnel municipal, nous ferons cette intervention et ça sera facturé. Après, les assurances se détermineront pour savoir... Ce sera facturé divisé par 2 ou ce sera facturé à chacun? Je pense que ça sera facturé aux assurances et puis les assurances, elles détermineront le niveau de responsabilité. Et à ce jour, ça n'avait pas été mis en place Non. Aucunement, d'accord. C'est-à-dire qu'on intervenait pour sécuriser des axes de circulation, mais c'était à la charge de la commune. D'accord. Il y avait eu une estimation à peu près à ce jour de ce qui s'est passé avant? Oui, de ce qui se passait à peu près, on va dire, sur une année classique. Non. Ça peut dépendre de beaucoup de choses, donc non. Puis c'est vrai que la commune n'intervient pas, enfin, la commune n'intervient pas toujours. Je prends un exemple. Par exemple, un riverain, suite aux intempéries, voit son mur de soutènement en bordure de voie publique qui s'effondre sur la voie publique. C'est son mur. Eh bien, nous sommes tenus d'intervenir pour dégager la voie publique, mais cette intervention sera facturée au propriétaire du mur. D'accord. Voilà. D'autres questions concernant les décisions du maire? Non? Donc je vous remercie de prendre acte de ces décisions.
Nous passons maintenant au point numéro 4, la désignation d'un membre au sein de la Caisse des écoles. Alors, donc, à la suite de la démission de Madame Carole Guérin en tant que membre, attention, c'est une démission en tant que membre du comité de la Caisse des écoles. Elle démissionne de la Caisse des écoles parce elle ne peut pas assurer effectivement donc assurer une présence au sein de la Caisse des écoles. Et nous le savons, puisque Monsieur Saillet siège à cette Caisse des écoles, nous avons parfois des problèmes de quorum pour réunir cette Caisse des écoles. Donc il nous faut absolument des personnes qui sont disponibles et qui peuvent assister à ce comité. Donc elle a souhaité effectivement démissionner de cette fonction et nous allons donc procéder à un vote pour désigner un nouveau membre. Ce nouveau vote peut se dérouler à bulletin secret si vous le souhaitez, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité d'un vote à main levée pour simplifier et accélérer la procédure. L'équipe municipale propose la candidature de Madame Pellissier, mais est-ce que quelqu'un souhaite présenter également sa candidature? Bon, pas de candidature supplémentaire. Est-ce que vous acceptez le principe donc d'un vote à main levée ou vous tenez absolument au vote à bulletin secret? Non? À main levée? Très bien. Donc, je propose la candidature de Madame Pellissier. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Donc, je vous remercie, Madame Pellissier, et nommée à l'unanimité, donc, au comité. Voilà, nouvelle mission pour Madame Pellissier pour siéger au comité de la Caisse des écoles. Création d'un conseil municipal des enfants, et je vais pour cela donner la parole à Monsieur Varocki, adjoint à la démocratie, au personnel et à la communication. Bonsoir. Alors, ça faisait partie des projets qui nous tenaient à cœur en ce qui concerne le volet démocratie, c'était de pouvoir inclure ou la jeunesse ou les enfants au processus démocratique sur la commune. Et on a affiné ce projet, effectivement. Comme chacun sait, sur la commune, on dispose d'une école primaire, on ne dispose pas de collège et de lycée. Il n'est pas pertinent de créer un conseil des jeunes sur une commune qui ne dispose pas de collège ou de lycée, puisque tout l'intérêt, c'est de travailler en concertation et ensemble entre la municipalité et l'école. Donc, ça sera un conseil municipal des enfants et pas un conseil municipal des jeunes. Donc, il n'y a pas de cadre légal concernant le conseil municipal des enfants. Il y en a un concernant le conseil municipal des jeunes, mais il est quand même très léger, hein. Et donc, beaucoup de communes décident de la création d'un conseil municipal des enfants, ce qui permet surtout, tout l'intérêt, il est surtout pédagogique, c'est de pouvoir accompagner les enfants qui sont en cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2, et les habituer à tout ce qui est démocratie, citoyenneté, et qu'ils puissent apprendre comment les choses se passent, comment se déroule la gestion d'une commune, qu'ils puissent y prendre part pour tout ce qui concerne leur centre d'intérêt. Puisque, pas plus tard que ce matin, j'ai pu intervenir à l'école et je leur ai expliqué que conseil municipal des adultes, on traite beaucoup d'affaires d'adultes, on traite aussi d'affaires d'enfants, mais qu'on était aussi à l'écoute de leurs besoins, de leurs suggestions et de leur vision des choses. Et voilà, c'est quelque chose. On s'est bien entendu avec la directrice de l'école et elle nous accompagne complètement sur ce projet. Alors, on a détaillé déjà 2-3 points qui nous tenaient à cœur. Le nombre de conseillers, donc ça serait 8 enfants.
à la fois en CM1 et en CM2, 4 enfants par classe, avec un renouvellement du conseil des enfants par moitié tous les ans. Et donc, bien sûr, le principe de la mixité, le principe des élections aussi, bien sûr, à bulletin secret. Et pour le reste, tout sera affiné, on présentera des règlements, une charte, éventuellement une charte du conseiller enfant. Et tout ça devrait se mettre en place si on vote la délibération, je l'espère, au cours de ce premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Voilà dans les grandes lignes. Avez-vous des questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie. Le rapport, la délibération est approuvée à l'unanimité. Nous passons au point numéro 6. Approbation de la convention d'occupation du domaine public pour l'association Archéodidacte. Approbation de la gratuité de l'occupation. Et c'est Madame Pellissier, adjointe, entre autres, aux associations, qui va faire cette présentation de rapport. L'association Archéodidacte a déjà une convention pour l'occupation d'un box, mais n'a pas de convention pour l'occupation gratuite ni de la MTL ni du foyer. Donc, elle souhaite utiliser le foyer pour faire ses conférences publiques, et elle souhaite aussi utiliser la MTL quand elle a de plus grandes conférences pour faire son AG aussi. Donc, elle nous demande une autorisation gratuite que nous sommes obligés de passer en conseil municipal. Avez-vous des questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie. La délibération est approuvée à l'unanimité. Point numéro 7, approbation de la convention d'offre de concours pour l'implantation d'un point d'eau incendie, PEI, route de Fréjus. Et je donne la parole à Monsieur Graff, adjoint à l'urbanisme. Bonsoir à tous. Donc oui, effectivement, il s'agit de l'implantation d'un poteau incendie à proximité du Clos des Chênes, donc qui est à la sortie du village près des Molières. Je ne sais pas si vous voyez où ça se trouve. Nous avions reçu donc un dépôt de permis de construire de la société SCCV DMH pour pouvoir construire donc ce lot de maisons. Et donc il s'était engagé effectivement par obligation par rapport au règlement des ECI d'implanter un poteau incendie puisqu'il était à plus de 200 mètres du prochain poteau incendie. Donc son obligation était de mettre un poteau incendie, mais comme la commune n'avait pas dans sa programmation des poteaux incendies une implantation, en tout cas au moment où il en avait besoin, on lui a proposé de prendre la participation de l'installation de ce poteau incendie. Cependant, après étude de faisabilité, on s'est aperçu qu'il fallait mettre une chambre de régulation parce qu'on n'avait ni le débit ni la pression, et le poteau, qui est d'ailleurs aux Molières, avait pas le débit et la pression en plus. Donc évidemment, ça c'est à la charge de la commune. Donc la commune s'est engagée à faire ces travaux qui s'élèvent autour de 7 000 €, et lui va prendre à sa charge l'installation du poteau juste à l'entrée de ce petit du Clos des Chênes, donc juste avant la rampe pour monter dans le lotissement. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On va procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc je vous remercie. La délibération est approuvée à l'unanimité. Nous passons maintenant au point numéro 8, budget principal 2024, décision modificative numéro 1, et je cède la parole à Madame Messel, adjointe aux finances. Bonsoir.
Excusez-moi, je suis à moitié aphone. Hein. Alors, ne me posez pas trop de questions. Bon, cette décision budgétaire modificative, c'est une décision de régularisation d'écriture. Alors, je vous explique brièvement. Lorsqu'on a un marché, le titulaire du marché a le droit de nous demander 5% d'avance pour pouvoir acheter ses fournitures, etc. Et après, on le fait rembourser. Avant de passer à la M57, ces deux écritures se passaient hors marché. Or, depuis la M57, que ce soit l'avance ou la récupération de l'avance se font dans le marché, sachant qu'on a déjà fait l'avance et on a déjà récupéré les fonds en les déduisant de la facture, de la dernière facture. Mais comptablement parlant, il faut que ces écritures soient retracées dans les écritures comptables de la commune. Donc, on doit faire des écritures pour ordre pour retrouver la trace de ces montants-là. Donc, ça se passe au chapitre 041. On fait une opération de dépense et une opération de recette. Mais ce sont des écritures pour ordre, c'est-à-dire qu'il n'y aura ni dépenses ni recettes. Avez-vous J'ai été claire. des questions? Pas de questions? Ça vous a suffi comme explication. On va procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc, abstention de l'opposition. 4 et 2, 6 alors. Donc, abstention. Donc, la délibération est approuvée à l'unanimité. Nous passons au point suivant, modification de la majoration de la cotisation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Pour rappel, le décret numéro 2023-822 du 25 août 2023 portant application de l'article 73 de la loi des finances pour 2023 modifie un décret relatif au périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants, appelé TLV. Au terme de ce décret, la commune de Bagnols-en-Forêt entrera dans le champ d'application de la TLV à partir du 1er janvier 2024. Il se trouve que la TLV perçue par l'État et la taxe d'habitation sur les logements vacants, THLV, perçue par la commune ou l'EPCI étant exclusives l'une de l'autre, c'est-à-dire inséparables, l'application de la TLV sur le territoire de la commune aura pour conséquence que la commune ne percevra plus la THLV, taxe d'habitation sur les logements vacants, à partir du 1er janvier 2024, soit une perte financière d'environ 56 000 €. En parallèle, conformément à l'article 1407 ter du CGI, les communes situées dans le champ d'application de la TLV peuvent instituer une majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Conformément aux dispositions de l'article 1407 ter, les conseils municipaux des communes situées dans le périmètre donc de la TLV, à l'article 232 du CGI, peuvent majorer d'un pourcentage compris entre 5% et 60% la part communale de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés. Le taux majoré est intégré dans le plafond existant des taux de taxe d'habitation. L'instauration de la majoration est subordonnée à une délibération prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable aux impositions dues à compter de l'année suivante. Donc la décision qui est prise aujourd'hui ne s'appliquera qu'en 2025, vers le mois d'octobre. La commune de Bagnols-en-Forêt est située dans ce périmètre d'application de la TLV et par délibération en date du 14 septembre 2023, le conseil municipal a approuvé déjà l'année dernière une majoration de 20%. L'objectif de ce dispositif fiscal est effectivement d'inciter les propriétaires qui trouveraient que cette charge supplémentaire, que cette taxe supplémentaire est insupportable, inciter les propriétaires à remettre sur le marché des biens non affectés à la résidence principale dans des zones présentant de sérieuses difficultés d'accès au logement. Dans le cadre de la révision du PLU, vous n'êtes pas censé ne pas savoir que, étant donné le moratoire décidé sur les permis de construire pendant une période de 5 ans, dû notamment aux problématiques de la ressource en eau,
il est demandé au conseil municipal une augmentation de la majoration dans la perspective d'utiliser les dispositifs, notamment fiscaux, mis à sa disposition pour réguler progressivement les tensions sur le marché immobilier de son territoire. Donc il est demandé au conseil municipal d'accepter que le taux de la part communale soit fixé non plus à 20%, mais à 40% de la cotisation de taxes d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, due au titre des logements meublés. Avez-vous des questions ? Oui, bonsoir, Jean-Pierre Choiselat. Est-ce qu'il y a un retour du dernier vote sur les 20% ? Quel a été le bénéfice pour la commune ? Non, on n'a pas encore, c'est une estimation qu'on avait, on n'a pas encore perçu, puisque ça va être perçu en octobre. En octobre, Ah oui. on va percevoir, donc on n'a pas encore le montant de ce qu'on va percevoir. C'est une estimation, mais entre une estimation et la réalité de ce qu'on va percevoir, là, pour l'instant, nous, on n'a qu'une estimation. Oui, non, mais on recevra, en tout cas, des services fiscaux, une somme, voilà, définitive, une somme définitive, mais à l'heure actuelle, puisque ça n'a pas encore été perçu, puisque ça vient dans les taxes foncières, et donc nous avons jusqu'au 15 octobre pour les payer, donc on ne peut pas vous donner un montant. On a un montant estimatif, les 20% devaient nous donner 108 000 euros, mais ça reste une estimation. D'accord, merci. Autre question ? Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre ? Donc, l'ensemble de l'opposition est contre. Donc, la délibération est adoptée à la majorité. Je vous remercie. Nous passons à présent au rapport numéro 10, redevance d'occupation du domaine public, chantier provisoire du réseau public de distribution d'électricité. Et donc, je donne la parole à Madame Messel. Je redonne la parole à Madame Messel. Oui. Redevance d'occupation du domaine public, chantier provisoire du réseau public de distribution d'électricité. Mais si tu ne veux pas le faire, je peux le faire. Allez. Donc, c'est effectivement donc chaque année, une redevance est due à une commune pour l'occupation provisoire constatée au cours d'une année de son domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages du réseau public de distribution d'électricité. Et c'est fixé par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant. Donc, en fait, on vous demande d'approuver d'approuver le calcul de la redevance pour l'occupation du domaine public par les chantiers de travaux pour que nous soit présenté par Enedis, puisque c'est l'opérateur. Enedis, à la fin de l'année, nous présente un montant lié à son occupation du domaine public pour l'installation de réseaux, et nous vérifions, nous, à partir des autorisations de voirie qui ont été données, si le montant, c'est-à-dire le linéaire, parce qu'en fait c'est une formule qui tient compte du linéaire, c'est une formule qui n'est pas déterminée par nous, qui est déterminée par l'État, donc avec une formule, donc le linéaire appliqué à un taux, et nous vérifions que ce qui nous est proposé par Enedis, donc la somme qui vont nous rétrocéder, correspond bien à la réalité des travaux qui ont été effectués sur le territoire communal. Voilà. C'est une manière supplémentaire de récupérer des recettes sur l'occupation du domaine, puisque vous le savez, on a voté une délibération antérieure pour faire payer l'occupation du domaine public par des particuliers, par des entreprises qui font des travaux. Donc il est tout à fait normal d'avoir la même approche pour un distributeur d'énergie. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Oui, je comprends donc que c'est une somme globale pour l'année, ce n'est pas chantier par chantier. À la fin de l'année... oui, mais il donne le linéaire.
C'est Oui. des chantiers. Voilà, C'est la somme c'est des la somme chantiers. des chantiers. Oui. C'est pas chantier. Eux, ils font le calcul chantier par chantier, ils mettent tous les Oui. chantiers, Et après, mais après, ils nous font donnent- le linéaire et nous, on vérifie que ce linéaire est bien réel. Bonsoir Denis Durin. Quelle était la somme qu'on a perçue l'année dernière, par exemple? Je ne peux pas vous le dire. Vous savez pas. Mais je peux Non, non. essayer de la retrouver. Je peux vous la communiquer ultérieurement, mais là, je peux pas vous dire. Et en fait, les services de la ville, quand il y a des chantiers Enedis ou RTE, quoi, ici on n'a pas de RTE, mais quand il y a des chantiers Enedis, font les relevés pour notre compte, pour faire un comparatif après avec ce que nous propose Enedis, ou c'est... On a un outil qui est parfaitement adapté, c'est les autorisations de voirie. Vous savez que toute personne qui veut faire des travaux sur une commune est obligée de demander une autorisation de voirie. Donc on prend par exemple au niveau départemental, le département nous demande une autorisation de voirie entre un point et un autre point. Donc on peut calculer effectivement. Donc Enedis, c'est pareil. Il nous demande entre tel endroit et tel endroit, on va faire des travaux. Donc il suffit de calculer le linéaire et de le comparer au linéaire qu'ils nous fournissent en fin d'année. Ok, merci. D'autres questions? Est-ce que d'autres veulent ajouter un complément d'information? Non? Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. La délibération est adoptée à l'unanimité. Nous passons au point numéro 10. Donc là, on vient de faire le point numéro 10. Le point numéro 11, qui concerne les indemnités de fonction des élus. Et donc, tu veux bien la présenter cette fois-ci, Yolande? Ah, c'est gentil. Donc le tableau est modifié suite à la démission de Madame Bessy. Donc l'enveloppe ne change pas, mais il y a une nouvelle répartition entre les élus puisqu'il y a un conseiller en moins sur la liste, tout simplement. Une question sur cette délibération? Pardon? Non. Non, il y en a une en moins. Oui, mais le nouvel entrant n'a pas encore de délégation. S'il en a, on refera un tableau. Pour percevoir une indemnité, il faut qu'il ait une délégation. Non, mais il est sur le coup. Il est sur le coup. Et sur le tableau, on observe que Madame Guérin continue de percevoir une somme, c'est ça? Oui, elle a toujours une délégation. Laquelle, du coup? Elle s'occupe d'un truc sur le Le suivi des personnes âgées, des personnes dépendantes. Et elle pourra continuer, même Tout si à fait. elle est partie. Elle est pas partie, elle a toujours un domicile ici. Oui, non, mais Elle a toujours un domicile ici et elle revient. Ça, c'est un détail. Et ce qu'il faut, c'est que lorsqu'on perçoit une indemnité, il faut qu'on puisse remplir pleinement notre tâche. Oui, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Elle suit les dossiers de nos personnes âgées et dépendantes. Et de ce côté-là, elle suit aussi les travaux du conseil municipal, puisqu'elle répond, elle vote les décisions que nous prenons en conseil privé, les choix politiques que nous prenons, elle est totalement en prise avec la vie de la commune. Donc elle mérite tout à fait sa délégation, bien sûr. Je peux rajouter un petit quelque chose. Jusqu'à présent, on travaille ensemble. Elle s'occupait de tout ce qui était appel téléphonique. Chaque fois qu'on avait des plans canicules, surtout pour les plans canicules, c'est elle qui appelait. S'il y avait un souci, elle me contacte moi. C'est moi qui vais voir, ou Christelle qui vont voir les personnes. Donc elle peut très bien continuer à appeler et nous contacter et que nous, on décide si c'est important ou pas. Est-ce que ça a répondu à votre question? Après, au mois d'octobre, elle est là, hein, elle revient. Hein, donc, Oui, non, enfin voilà, ce qu'il faut, c'est que l'indemnité serve vraiment à Bah, une personne qui... De toute façon, l'indemnité des conseillers, c'est retenu sur l'indemnité du maire et des adjoints. Hein. C'est pas Non, en mais plus. ça, on le sait, c'est une enveloppe globale qui est destinée non, pour mais la... c'est pas vrai dans toutes les communes, je vous signale.
Oui, non, mais bon, ça, après, chacun applique... Non, ils appliquent pas, ils appliquent mal. Non, mais ça, ils le font comme ils le veulent. Mais ce qu'il y a surtout, c'est voilà, c'est que les personnes qui ont des indemnités ou qui ont des délégations, il faut qu'ils accomplissent leur travail sur la commune. C'est tout. Après, voilà, ils peuvent avoir un bien ou encore ou plus sur la commune. Ce qu'il faut, c'est que le job soit fait derrière, tout simplement. D'autres commentaires ou questions? Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Quels sont celles et ceux qui s'abstiennent? Donc, abstention de l'opposition entière. Donc, la délibération est approuvée à l'unanimité. À l'unanimité. À partir du moment où il y a une abstention, c'est considéré comme l'unanimité. Voilà. C'est quand ils votent contre que c'est à la majorité. Nous passons au point numéro 12, qui est, et le dernier point d'ailleurs, qui est la création d'emplois saisonniers et de vacataires pour l'année 2025. Et je redonne la parole à Monsieur Varocki. Donc il s'agit ni plus ni moins que de régulariser quelque chose qui existe déjà, mais qu'on fait de façon plus systématique, qui va devenir plus systématique, c'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir s'autoriser plus de souplesse par rapport à l'activité qui est bien sûr saisonnière à Bagnols-en-Forêt, c'est-à-dire qu'en été, notamment en été, on a quand même un surcroît d'activité, un surcroît de fréquentation, et puis avec beaucoup d'activités en période estivale. Or, il se trouve que c'est la saison où les agents sollicitent et ont besoin de congés, de pouvoir se reposer et se ressourcer, puisqu'ils sont quand même parfois pas épuisés, mais enfin en tout cas ils ont besoin de pouvoir faire une pause bien méritée, et donc il s'agit de régulariser ce fonctionnement par l'intermédiaire de cette délibération. Avez-vous des questions particulières? Juste pour compléter les propos de monsieur Varocki, ces 17 postes sont déjà existants. Hein. Nous utilisons déjà, peut-être pas 17, 16, parce qu'il y en a un qui concerne une aide à la manutention durant les festivités. Celui-là, il n'existait pas. Mais tous les autres, un ASVP supplémentaire et des animateurs de centres aérés, ça a toujours été ça. Mais je vous rappelle que le centre aéré fonctionne aux vacances d'automne, aux vacances de printemps, aux vacances d'hiver, aux vacances de printemps, et l'été. Et donc, il faut pourvoir l'encadrement de la jeunesse bagnolaise. Donc, là, vous avez l'impression que ça y est, on a lâché. Non, mais c'est juste une régularisation de quelque chose qui existe déjà. On emploie 16, pour l'instant, 16 saisonniers, et l'année prochaine, ça sera 17. Question? On va procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc, abstention de l'opposition. La délibération est approuvée à l'unanimité. C'est pas vrai. J'en ai marre de tout. L'ordre du jour étant épuisé, nous allons pouvoir passer aux questions orales. Et avant de donner la parole à l'opposition, j'ai deux informations à vous donner. Deux informations concernant les arrêtés préfectoraux d'exploitation du site de l'ISDND des Lauriers et de l'ISDND du Vallon des Pins. Pour votre petite aparté, je fais passer le parapheur pour l'ADM. Vous le signez, s'il vous plaît. Pour votre information, ces modifications, ces arrêtés modificatifs sont affichés à l'extérieur de la municipalité sous le porche. Donc, deux arrêtés préfectoraux modificatifs, un arrêté préfectoral concernant le Vallon des Lauriers pour une prolongation d'activité jusqu'au 31/12/2024. Et concernant l'arrêté préfectoral modificatif pour le Vallon des Pins, il s'agit d'un arrêté modificatif. Alors, il y a deux arrêtés modificatifs. Un, parce qu'en fait, il y a eu deux portés à connaissance.
1 porté à connaissance concernant la modification de l'article 1.2.5 concernant la nature des déchets admis dans le Vallon des Pins, modification donc de cet article, et le deuxième arrêté préfectoral de modificatif concerne la modification de la forme des casiers. Nous avons demandé effectivement à la préfecture d'optimiser la forme des casiers et de déroger au projet qui avait été déposé initialement. Donc cette forme de casier permet non pas d'augmenter la capacité de stockage, on reste toujours à 1 750 000 tonnes, mais en revanche, il permet d'avoir une meilleure répartition donc des travaux, parce que tout le problème est là, c'est le phasage des travaux. Parce qu'actuellement, le casier 1 et le casier 2 sont remplis. Nous avons à peu près une quinzaine de mètres de déchets qui s'entassent déjà dans les SDND, et nous entamons donc l'étanchéité du 3e casier pour pouvoir continuer à monter, et l'arrêté modificatif va nous permettre justement de phaser les travaux pour que des gros travaux d'aménagement n'arrivent pas tous en même temps, et surtout ne nécessitent pas un financement et un emprunt de la part des collectivités participantes. Voilà, c'est une manière de repenser la fabrication des casiers de façon à diminuer la charge sur les collectivités qui financent, puisque vous le savez, le Vallon des Pins est une société publique locale. Nous avons 4 actionnaires, et donc c'est les 4 actionnaires qui financent les travaux, l'exploitation, enfin le fonctionnement total. Donc, pour éviter de les obliger à mettre la main à la poche et à procéder à un emprunt qui serait compliqué pour les finances publiques, nous avons donc repensé le phasage des travaux d'élaboration des casiers pour justement lisser ces dépenses et faire en sorte que ces dépenses soient prises en compte par l'exploitation et le prix à la tonne. C'est-à-dire que dans le prix à la tonne que nous avons défini, nous avons justement une part qui est mise de côté, qui est épargnée pour pouvoir financer ces travaux au fur et à mesure. Donc voilà l'information que je souhaitais vous donner et vous dire que les documents sont à votre disposition. Et puis si vous souhaitez les obtenir, on pourra vous les envoyer. Ben oui. Donc Monsieur Choiselat, très bien. Ça suppose une augmentation du prix à la tonne pour qui? Pour les lauriers ou pour la SPL? Pour le Vallon des Pins, pour l'instant, le prix à la tonne est assujetti au tonnage accepté. C'est-à-dire c'est en fonction du tonnage que l'on reçoit qu'on détermine le prix à la tonne, puisqu'on a des frais fixes, on a une TGAP, donc le principe de la SPL, c'est qu'elle applique le juste coût. Donc, pour vous dire, là, pour l'instant, si on devait avoir une augmentation ou une réactualisation du prix, ça serait à la marge de l'ordre de 1 à 1,50 € de plus à la tonne. D'accord. Voilà. Mais ça ne s'enflammerait pas. Mais c'est vrai qu'on doit prendre en compte l'augmentation de la TGAP, l'augmentation du carburant, enfin, puisque le but, c'est d'appliquer le juste coût, et surtout, le principe d'une SPL, c'est de ne pas faire de bénéfices. Si on fait des bénéfices, on paye l'impôt sur les entreprises. Donc c'est contre-productif. Il vaut mieux, effectivement, mettre de l'argent pour payer des travaux éventuels ou nécessaires, plutôt que de dégager des bénéfices et de faire payer un coût qui ne correspond pas à la réalité du coût de l'exploitation.
la prolongation des lauriers, donc ça sous-entend un nouveau retard dans l'usine multifilière, dans la mise en exploitation. Vous sous-entendez parfaitement bien. Je pense que c'est compliqué. J'avais une question, monsieur le maire, concernant le Vallon des Pins. Est-ce que, cette réorganisation des travaux aura une incidence sur la stabilité des sols et sur, en fait, l'architecture globale de l'ensemble, puisqu'elle avait été pensée d'une certaine façon et donc mécaniquement ça change, quoi. Non, les études qui ont été faites par le BRGM n'ont pas relevé de risques particuliers. On est toujours dans la même architecture, Monsieur Duras, c'est-à-dire une pyramide à degrés. Une pyramide à degrés qui, à la différence du Vallon des Lauriers, qui, elle, s'appuie sur une paroi stable. Alors que pour les Lauriers, nous sommes sur une pyramide qui n'est pas à degrés et qui monte dans le vide. Qui monte dans le vide. Donc, effectivement, voilà. Donc, pour nous, il devrait pas y avoir... sur la stabilité des sols. Ma question Non. est là. Non. Le BRGM, en tout cas, bon, déjà, on ne met pas plus de tonnes que ce qui était prévu à la base. On ne dépasse pas le niveau, l'altitude qui a été définie, c'est-à-dire on doit arriver, dans 25 ans, on doit arriver au niveau de la piste du Petit Roc. Les déchets vont arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus un trou, il y aura un plateau. Donc, voilà, le BRGM n'a pas laissé entendre que nous modifions. Et ensuite, d'ailleurs, je pense que si ça avait modifié la stabilité, nous n'aurions pas été dans un porté à connaissance, puisqu'en fait, dans les normes, le porté à connaissance est une modification qui n'est pas substantielle de l'architecture d'un projet. Donc, si ça avait été substantiel tel que la remise en cause de la stabilité du massif, je pense qu'il nous l'aurait refusé. Je pense que l'État ne prend aucun risque, évite de prendre des risques là-dessus. Merci. Vous avez dit que dans l'un des arrêtés, je crois qu'il y a carrément un arrêté qui concerne que ça, sur la modification, il y a une modif au niveau de l'entrée du type des déchets. Quelle est cette... Ils ont supprimé un terme qui fait polémique, c'est ordures ménagères résiduelles ultimes. Ils ont supprimé ce terme-là n'apparaît plus, et ils ont donc défini que les ordures qui sont accueillies sont des ordures ménagères résiduelles. Et les ordures ménagères résiduelles sont des ordures qui sont récupérées donc des ménages après proposition d'un dispositif de tri. Je dis bien proposition. L'État les collectivités ont obligation de moyens et pas obligation de résultats. Donc, à partir du moment où un dispositif de tri est proposé aux administrés, on considère que les déchets qu'ils produisent sont des ordures ménagères résiduelles. Voilà. Donc, si je comprends bien, la personne qui a envie de faire le tri ou non, de toute manière, après, ça termine au Vallon des Pins, quoi. Comme toujours. Oui. Et au Vallon des Lauriers, pareil. Oui, non, mais voilà. Bon, là, on se dit que là-bas, il n'y en a plus que pour 6 mois, et puis après, ça sera l'usine multifilière, mais 6 mois ou plus s'il y a du retard par rapport à l'usine. Mais ce qui est regrettable, c'est en fait, on repart exactement comme avant. Ah non. Si, on dit qu'on a une décharge nouvelle génération, mais c'est exactement pareil. Avant, monsieur Saillet, si vous vous souvenez, ce qui était enfoui au Vallon des Lauriers à l'époque avant 2011, c'était pas des ordures ménagères. Oui, non, mais à l'époque, oui. Non. Là, on est dans des ordures ménagères produites par des ménages. Voilà. Alors, il y avait autre que... Oui, il y avait du mâche-fer, il y avait de tout. Il y a eu les inondations en 2011, toutes les caravanes et tout sont allées au Vallon des Lauriers. Hein. Non, c'était pas au Vallon des Lauriers, c'était fermé, c'était à Balançan. Non, c'était là aussi. Quand il y a eu les inondations 2011, c'était fermé. 2011, c'était fermé. Voilà, on est d'accord. Donc c'était Balançan. Ouais.
au Balançon. Non, mais alors les inondations d'avant, je sais qu'il en est allé aussi au Laurier. Mais Monsieur Saillet, je comprends votre inquiétude de vous dire, ben, quelque part, voilà. N'oublions pas le Vallon des Pins, 4 actionnaires, d'accord, pas plus. Ça ne sera pas ouvert à d'autres collectivités ni à des entreprises. Ces quatre collectivités, enfin, ou syndicats, collectivités ou syndicats, ont fait des choix stratégiques différents, mais la CCPF a fait le choix de la redevance incitative. Donc, la redevance incitative, les résultats sont clairs et bien précisés. Ça augmente, ça baisse la quantité d'ordures ménagères, ça augmente la quantité de tri. Ça, c'est les retours d'expérience qu'on a, c'est cela d'un point de vue général. Après, on peut toujours prendre l'endroit où ça ne marche pas. C'est vrai que c'est le style France 2 avec l'émission qui va bien et qui dit là, ça ne marche pas. Mais la majorité, c'est 130 kilos par habitant. Actuellement, pour vous dire, à la CCPF, on a 305 kilos d'ordures ménagères. Hein. Donc, 130 kilos par habitant et plus de 106 kilos d'emballage recyclé. Donc, en redevance incitative. Donc, nous, on fait ce choix. Donc, ce qui fait qu'on aura, bien sûr, des poubelles qui ne seront pas parfaites, mais la perfection n'existe pas, n'est pas de ce monde en tout cas. Et les autres collectivités, des PVA, le SMIDEV et le SMED, ont, eux, fait le choix de l'usine multifilière. Le SMED, elle existe déjà, c'est l'usine du Broc. Des PVA, c'est son PTE, son pôle de transition environnementale. Et le SMIDEV, c'est son multifilière. Donc, du multifilière va sortir la même chose que ce qu'on a dans nos poubelles, mais en tout petits morceaux. C'est-à-dire, il y aura du plastique, il y aura du bois, il y aura du papier, il y aura des emballages, il y aura un peu du verre. Il y aura du verre. Et voilà, ben c'est ce qui arrive du Broc, oui, oui. On a fait un prélèvement. Si à l'occasion vous passez au Vallon des Pins, hein, vous êtes les bienvenus. On a gardé un petit bocal de ce qui est produit par le Broc. Et c'est amusant, quand vous secouez, vous entendez gling, 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 gling. Donc le verre, c'est-à-dire, quelque part, le multifilière ne résout pas le problème. Il le met sous le tapis, le problème. C'est-à-dire, il y a toujours la même chose, sauf que ça n'a pas la même apparence qu'une poubelle grise. C'est vrai. C'est une sorte de poudre, mais en fin de compte, il y a des éléments recyclables, mais qui ne peuvent plus être valorisés parce qu'ils ont été en mélange. Vous le savez, tout ce qui est collecté en mélange, c'est difficile après de l'exploiter. Donc, en fait, on devrait, grâce à ces choix différents, on devrait baisser les tonnages et donc ne plus avoir autant, comme on les a actuellement, autant de déchets valorisables dans nos poubelles, puisqu'on en aura effectivement retiré, ou en tout cas, on en aura diminué. Pour le multifilière, ils vont diminuer la quantité, puisqu'ils vont en transformer une partie en CSR, vous savez, combustible secondaire de récupération, et le reste sera ce qu'on appelle les refus de tri qui contiennent la même chose que dans nos poubelles, mais en tout petits morceaux. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une bouteille entière, ben, vous avez des bouts de verre. Au lieu d'avoir un emballage de jambon, vous avez des microplastiques. Mais c'est la même chose, réduit à l'état de poudre. Voilà. Donc, je pense quand même qu'on devrait être meilleur quand même, que ce qu'on a connu avant 2011 et tout ce qui a fait la fermeture du Vallon des Lauriers. À ma connaissance, le PTE pour la Dracénie, pour l'instant, c'est un plan, quoi. C'est un projet, rien n'est encore construit. Il va s'écouler en quelques années avant que tout ça soit opérationnel. Et je sais qu'il y a déjà eu une opposition, un embryon d'opposition concernant cette structure. Je sais. Alors, pour aller au fond de la réflexion, en tout cas de l'information que je vous donne, le préfet du Var, le nouveau préfet, M. Philippe Mahé, a souhaité effectivement définir, en accord avec les collectivités qui assurent le traitement et la collecte des déchets, définir un protocole pour la gestion des déchets de l'Est-Var.
Donc ce protocole, je ne peux pas vous le communiquer encore puisqu'il n'a pas été signé. Hein, c'est à l'état de document de travail. Mais en tout cas, il détermine effectivement les obligations de chacune des collectivités. Alors, les obligations de chacune des collectivités, ben, c'est les arrêtés préfectoraux, donc le fait, par exemple, de permettre l'extension d'exploitation pour le SPIDEV, le fait pour le Vallon des Pins de redéfinir la nature des déchets admis, voilà, ça fait partie du protocole. Et pour le PTE des PVA, ils ont des obligations d'accélérer la construction du PTE, mais au-delà de ça, d'améliorer la collecte par la modification de leur, pour ceux qui vont sur le territoire de DPA, par la modification de leur conteneurisation, parce que si vous regardez les conteneurs qui sont utilisés par les PVA, les conteneurs, par exemple, à ordures ménagères, vous avez des ouvertures qui sont grandes comme ça. Donc là-dedans, on y met tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, ils ont cette obligation et le préfet attend des résultats et le préfet exige, enfin nous demande aussi, au niveau de la SPL, de mettre en place une deuxième unité de tri des déchets. Actuellement, nous avons une unité avec une pelle. Donc maintenant, à partir du mois d'octobre, nous aurons 2 unités qui, toute la journée, trieront les déchets. Pour votre, c'est-à-dire le camion dépote et ils remuent là et ils prennent, voilà, là où il y a les containers. Voilà. Et ils retirent. Alors bien sûr, il ne va pas vous retirer la petite pile au lithium qui s'est glissée ou la petite bouteille en plastique, mais il retire vraiment des choses qui sont importantes. Et pour information, l'année dernière, nous avions retiré 500 tonnes. Nous avons retiré 500 tonnes que nous avons rendues aux collectivités, parce que c'est les collectivités qui doivent le sortir. Hein. Elles doivent le sortir, donc envoyer un camion et le faire traiter dans une usine de traitement de ces déchets. Donc c'est pour elles, pour ces collectivités, c'est une seconde punition. Et nous avons donc prévu une deuxième pelle pour trier encore mieux et encore, donc doubler le temps de tri. Donc je vous disais, l'année dernière, 500 tonnes, à la fin de l'année 2023, cette année, actuellement, on est à 700 tonnes. On a déjà retiré 700 tonnes et je pense on approchera des 1000 tonnes. Voilà. Donc c'est accentuer tout ce qui peut être retiré et qui n'a rien à y faire. Ouais, ça représente à peu près 1% de ce qui rentre. C'est ça. J'avais une question. Elle m'est échappée. Elle est partie. Donc là, vous allez accentuer voilà, le tri. Est-ce qu'on sait à peu près sur les 500 tonnes le tonnage par donc les collectivités, je pense oui, mais donc du coup par commune non, parce que si ça passe, admettons, pour les communes de la CCPF, tout passe par quai transfert à Montauroux, donc après on ne sait plus si c'est Calian, Fayence ou quoi, pour essayer d'optimiser les campagnes éventuellement de prévention. On ne se cache pas, on s'en cache pas et on en discute entre nous et on en discute avec les collectivités. Le très mauvais élève, c'est des PVA. Des PVA. Voilà. Donc eux, ils retirent 2 containers par semaine. Et il n'y a pas moyen, bon, ils sont actionnaires, certes, mais si en plus de ça, ils vont avoir du retard sur leur usine et ils nous ramènent des déchets qui sont aujourd'hui mal triés, même s'ils sont actionnaires, de les taxer davantage, quoi. Ah mais en ce qui concerne ce surtri, parce que voilà, ce doublement du tri, on appelle ça un surtri. Le premier étant un contrôle visuel des déchets, ce surtri est facturé à ceux qui l'utilisent. Donc là, pour l'instant, c'est des PVA qui l'utilisent. Et c'est donc pour l'instant, on n'a pas voté, donc je ne peux pas vous dire quel est le montant de cette participation, mais cette participation supplémentaire, ce surtri, sera appliqué à des PVA. Il y aura une facturation complémentaire. Pas du tout. Bien sûr. Tout à fait.
tout à fait. Et à terme, notre surtrie devrait s'arrêter. À terme, voilà. Donc, c'est transitoire, mais eux, de leur côté, doivent faire des efforts aussi. Voilà donc les deux points que je souhaitais aborder avec vous. Est-ce que des élus municipaux voulaient... oui, juste... tu veux... Non, tu ne peux pas parler parce que tu es... juste vous rappeler qu'on a fait une réunion concernant la fusion des deux centres de secours. Nous avons fait une réunion et étaient présents à cette réunion donc des élus de la majorité, mais surtout M. Saillet et M. Reboul. Voilà. Donc s'ils souhaitent, faire un compte-rendu de la présentation faite par M. Martini, qui était le chef de centre de Saint-Paul, et par M. Hébérard, qui est l'adjoint au centre de Saint-Paul. Mais je vais donner la parole de Bagnols, pardon, je vais donner la parole à monsieur pour compléter le propos, à monsieur Zorzut, pardon. Donc, juste quelques propos. Déjà, on va partir d'un état de fait. Vous m'entendez ? On va partir d'un état de fait en termes de réponse opérationnelle, c'est-à-dire en termes d'engagement des secours. Avant la fusion, les deux centres de secours étaient tous les deux d'astreinte. C'est-à-dire d'astreinte, c'est vous êtes sur votre lieu de travail, vous n'êtes pas à la caserne, le bip sonne, donc vous avez déjà le temps d'aller pour regagner le casernement et après pour partir en intervention. Ce qui est un temps non négligeable surtout en termes d'arrêt cardiaque, puisqu'en termes de couverture de risque, on allonge le délai d'intervention. Donc, il a été fait, et ces casernes-là n'étaient pas en mesure de couvrir en permanence avec du personnel cette réponse opérationnelle, puisque en fait, il y avait un certain nombre de sapeurs-pompiers volontaires, il me semble, de l'ordre de 18 sur Bagnols, et j'ai pas le chiffre en tête concernant une 40. Pas autant sur Saint-Paul, peut-être pas, il y a pas autant de personnes, puisque dans la globalité, quand on va regrouper les deux centres, ça fera un nombre de 55 sapeurs-pompiers volontaires. Et la proposition du directeur départemental, puisqu'il a été fait le choix de mutualiser et d'optimiser, un geste a été fait par le service départemental d'incendie et de secours, c'est d'augmenter cette réponse opérationnelle en réalisant des gardes postés. C'est-à-dire que vous allez avoir du personnel posté sur Saint-Paul de 7h à 19h, 4 agents postés de garde, avec la possibilité de renforcer avec des astreintes derrière, ce qui veut dire qu'en quelques minutes, maximum entre 5 et 10 minutes, vous allez avoir les secours armés de manière conventionnelle et opérationnelle pour répondre à tous les dangers sur la commune, surtout en moyen de termes de lutte et en moyen de porter secours à personne. Sur ce choix, ils ont sondé le personnel, et lors de la réunion le soir de la semaine dernière, je ne sais plus la date en tête, mais ils ont ressondé le personnel, et toutes les personnes présentes, ce qui représentait à peu près plus de 80% des effectifs, étaient d'accord pour pouvoir unir le personnel de Bagnols et de Saint-Paul en garde postée. Et tous les agents appartenant à la caserne de Bagnols-en-Forêt ont fait le choix de regagner Saint-Paul. Donc ça veut dire qu'en fait, ils vont mutualiser le personnel, on aura des gardes postés, et on aura aussi, en fait, ils vont aussi mutualiser les véhicules, et ils seront tous remisés en grande partie au même endroit sur Saint-Paul. Ils garderont une arrière-cour sur Bagnols-en-Forêt, et surtout de manière transitoire par rapport à l'été prochain. C'est comme ça, ça leur permettra de positionner des véhicules. Mais c'était un choix, je pense, de raison, et pour garantir en fait une meilleure couverture opérationnelle sur le secteur. La parole est à l'opposition s'ils veulent poser d'autres questions ou aborder d'autres sujets. Non.
Non, j'ai pas j'ai pas de questions. C'est juste regrettable que voilà, le sapeur-pompier de Bagnols, le corps des sapeurs-pompiers de Bagnols a 50 ans et aujourd'hui c'est quand même une âme, une âme du village qui part avec des pompiers qui partent à Saint-Paul, qui, je pense, dans pas longtemps seront assez étriqués dans leur caserne et auront certainement des nouveaux locaux dans les années à venir, ou je l'espère pas, vu qu'aujourd'hui il y a de moins en moins d'argent qui nous refasse le coup d'une fusion, de faire transférer Bagnols-Saint-Paul à Fayence et petit à petit perdre nos pompiers. Donc voilà, c'est juste, je trouve ça quand même regrettable. Après, c'est sûr qu'avec une caserne qui était vétuste, je pense que voilà, hein, et je l'ai déjà dit et je le redis, ce qui attire les pompiers ou les jeunes sapeurs-pompiers aujourd'hui dans une caserne, c'est des équipements incendie, de beaux véhicules, de beaux camions et une belle caserne, ça aide à faire venir, et de la communication bien évidemment pour recruter. Je pense qu'il y a eu des lacunes et les bras ont été baissés il y a déjà bon nombre d'années, ce qui fait qu'aujourd'hui on en est arrivé là. Donc voilà, c'est juste un triste constat qu'aujourd'hui je peux faire. D'autres questions? Oui, je voudrais faire, c'est pas une question, je voudrais faire une intervention sur notre magnifique vigie qui est toute neuve. Je suis intrigué que cet outil qui est formidable, manifestement, n'a pas été utilisé de tout l'été en pleine période de sécheresse et de risque incendie. Donc, comme j'aime bien toujours aller constater moi-même sur place les choses, je me suis fait inviter par le président du CCFF pour aller voir comment était cette vigie. Et j'ai fait quelques constats. Je rappelle que les membres du CCFF sont tous des bénévoles, des volontaires bénévoles. Ce ne sont pas des pompiers professionnels qui ne font pas le test de la planche tous les matins. Et que donc l'outil qu'on leur met à disposition doit être adapté à des personnes d'un certain âge pour certains, du personnel féminin, et ainsi de suite. Donc je suis monté sur la tour, je suis arrivé en haut, avec une vue magnifique, ça c'est très clair. Et puis j'ai ouvert D'abord, il a fallu ouvrir le cadenas qui ferme la trappe d'entrée sur la plateforme. Et puis j'ai ouvert cette trappe. Je ne sais pas si quelqu'un est monté dans cette tour autour de cette table. Je peux vous dire que la trappe pèse un certain poids et je ne comprends pas vraiment pourquoi on a utilisé ce procédé. D'ailleurs, ça me pose question. Qui a fait la réception des travaux? Parce que si ça avait été quelqu'un, un usager, ça saute aux yeux qu'il y a un vrai problème. Donc il faut ouvrir cette trappe qui ne reste pas en position ouverte en plus. Hein, il faut la maintenir parce qu'elle bute complètement contre l'aquarium. Donc il faut monter, tenir cette trappe qui pèse très lourd, en sachant que les agents montent avec une paire de jumelles au moins, des moyens radio, des cartes, des choses comme ça. Et puis après, il faut la refermer parce qu'elle se referme toute seule compte tenu de son poids. Alors ça, c'est pour la montée. Après, pour la descente, bien sûr, il faut la rouvrir et il faut la refermer sur soi. Il n'y a pas intérêt à la lâcher, hein, parce que si elle vous tombe sur la tête, je pense que c'est l'accident assuré, hein, sur le crâne, et elle risque de faire tomber même l'agent. Hein. Donc moi, je pense que cette trappe est beaucoup trop lourde elle est dangereuse, compte tenu du personnel qui est censé monter sur cette vigie. C'est la première chose. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait une trappe coulissante, par exemple, ou mettre. Il n'y a même pas moyen de mettre un système de contrepoids, si je regarde, parce que comme elle bute complètement, enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des moyens techniques à mettre en œuvre, mais je pense que cette trappe est totalement inadaptée. Et deuxièmement, donc on monte sur la plateforme, on est au milieu de toutes les antennes.
Je sais qu'il y a une étude qui a été faite. Il y a du rayonnement. Je ne sais pas s'il est dangereux ou pas. Ça dépend de l'exposition. Je pense que les agents ne sont pas exposés de façon tellement importante pour qu'il y ait un danger réel, mais on applique le principe de précaution un peu partout. Il n'y a aucune raison qu'on prenne un risque pour les agents qui sont bénévoles. On n'a aucune raison de les exposer à des possibles rayonnements. Surtout si j'ai bien compris, ce ne sont pas des rayonnements qui sont permanents, mais c'est pas contrôlé. C'est-à-dire que ça rayonne à un moment et puis ça dépend de la demande et ainsi de suite, si j'ai bien compris. Donc là, à ce moment-là, pour se mettre à l'abri, se mettre dans l'aquarium. Et dans l'aquarium, vous n'avez qui est étanche au rayonnement, tant mieux, ça met à l'abri les agents, mais vous n'avez actuellement plus de moyens de communication. Les agents sont enfermés dans cet aquarium vitré et sont isolés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les appeler ou ils ne peuvent pas émettre. Donc ça cause quand même, à mon avis, un problème. Donc il y a quelques travaux à faire qui ne sont pas, à mon avis, très onéreux, mais qui ne sont pas faits. Le résultat, c'est qu'on a eu une tour de vigie qui a été inexploitée et qui est toute neuve. Et je ne sais pas si quelqu'un est monté autour de cette table, mais oui, voilà. On a une vue magnifique. Le moindre début d'incendie, la moindre fumée ne peut pas échapper aux veilleurs. Et elle n'a pas été utilisée. Je pense que c'est un trou dans la raquette au niveau du SDIS qui n'a pas pu compter sur cette tour de vigie. Et je crois qu'on a eu de la chance cet été que la vigie non occupée n'a pas été mise en cause dans un problème d'incendie, parce que là, à ce moment-là, vous savez comment ça se passe, on recherche des responsabilités. Donc je voulais attirer l'attention sur ce dossier. Merci. Monsieur Zorzut, je pense que mes propos seront certainement complétés par Monsieur Fleury, qui est utilisateur de la tour, et de Monsieur le maire. On ne va pas repartir du départ. On était sur une tour vieillissante qui était dangereuse et qui menaçait de s'effondrer. Donc on a fait le choix de travailler en partenariat et de manière conventionnée avec un opérateur qui on va dire, pour une fois, était extrêmement à l'écoute de la commune, puisque en fait c'était la première fois qu'il faisait une tour et il se servait de la mise en place de cette tour comme moyen de communication. Donc ils ont vraiment répondu à toutes nos attentes. Et ils sont encore en train de répondre à certaines attentes, parce que peut-être que le président ne vous a annoncé sa vérité ou une certaine vérité, mais ne vous a pas apporté tous les éléments nécessaires. Sachez qu'il était présent le jour de la réception de la tour et qu'on avait émis quelques réserves. La première réserve, c'était le problème de la cabine, puisque la cabine était totalement fermée. Et il y avait deux problématiques au niveau de cette cabine. C'était la problématique de vent qui s'engouffrait, qui la rendait un petit peu inopérante. Donc déjà, l'opérateur a fait en sorte que quand le vent s'engouffre, ça ne siffle plus à l'intérieur de la cabine. Deuxième chose, c'était la cabine, puisqu'elle était hermétique de part et d'autre, la température étant élevée, on a fait le choix de mettre en place une climatisation à l'intérieur. Et une climatisation, c'est de 12 volts, puisqu'en fait, il y a énormément de normes à respecter, puisqu'on ne fait pas ce qu'on veut sur une vigie avec des antennes, on ne peut pas y mettre de l'électricité, on peut pas, et il y a vraiment des normes drastiques pour lesquelles on doit répondre. Donc ils ont mis une climatisation et il y avait ce problème d'accessibilité de la trappe. Pareil, on répond à des normes. Il y a une étude qui est en cours pour pouvoir alléger cette trappe, voir si on peut passer avec d'autres matériaux plus légers. Et ils se sont engagés que les ingénieurs fassent une étude pour pouvoir réduire, mais en aucun cas, il y a des règles à respecter. La première, c'est la trappe doit toujours être fermée.
puisqu'il y a un risque de chute. Donc, il n'y a pas de trappe à glissement, pas de trappe autre. C'est qu'à partir du moment où vous avez franchi cet escalier, la trappe doit se refermer pour éviter de chuter. Et la trappe, ils y ont mis des vérins pour alléger au maximum. Je vous l'accorde, elle est encore un petit peu lourde, mais il faut quand même avoir une certaine dextérité pour pouvoir monter tout en haut et pour pouvoir y accéder. Je pense que je l'ai fait plusieurs fois, j'y suis allé plusieurs fois. C'est pas une mission impossible, et je pense qu'il y a peut-être aussi un problème de vertige pour certaines personnes. Non pas un problème de lever la trappe ou descendre la trappe. Vous êtes monté, il y a une certaine appréhension que l'on doit s'accoutumer quand on est en haut. Mais sachez qu'il aurait dû vous le préciser, qu'il y avait quand même une étude qui était en cours et qu'on allait voir s'il y avait une possibilité d'alléger la trappe. Après, il y a une volonté manifeste du président de ne pas utiliser cette tour et de trouver tous les moyens pour ne pas l'utiliser. À chaque fois, il nous trouve des problématiques. Je suis allé à maintes reprises avec lui concernant les tests de communication. On a fait des tests téléphoniques à l'intérieur et à l'extérieur, ça passait. Il est vrai qu'en termes d'émission, on a du mal à émettre à l'intérieur de la cabine. Et on lui a dit qu'on avait fait le choix. Sachez que le réseau de transmission va évoluer. On va passer sur un réseau national du futur. Et je lui ai dit, c'est dommage de faire un investissement, de mettre une antenne, de compléter par un dispositif qui servira peut-être à rien l'année prochaine ou les autres années. Alors on a mis en place une procédure opérationnelle et on lui a dit qu'il pouvait recevoir les appels, et si jamais il devait signaler un départ de feu, il faut juste qu'il fasse 1 mètre et il peut émettre en toute tranquillité, et il peut même doubler son appel par téléphone, puisque le téléphone passe à tous les niveaux. Ça, c'était pour vous. On lui a donné une procédure opérationnelle qui était opérationnelle et qui fonctionnait. Et toujours est-il, tous les tests radio que j'ai fait avec lui le matin, on fonctionnait en direct, aussi bien avec le véhicule à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est surtout c'est en émission lointaine. On avait fait les tests avec le CODIS et ça n'a pas émis en émission, mais dès qu'on était à l'extérieur sur la partie balcon, il y avait une très bonne émission. En termes de rayonnement, il y a eu une étude par un organisme indépendant, il me semble, donc une étude qui a été faite par un organisme indépendant, qui a été remis au président. Et les niveaux relevés de mémoire sont 6 fois inférieurs par rapport à la norme. Et en fait, il y a des problèmes. En fait, il y a des niveaux qui sont un petit peu plus exposés. C'est en fonction de l'endroit où vous positionnez. Et pareil, de mémoire, c'est quand on arrive au 2e niveau qu'on est un petit peu plus exposé. Mais quoi qu'il en soit, on est 6 fois inférieur par rapport à la norme. Et quand vous êtes à l'extérieur, il n'y a aucun risque et on lui a communiqué les résultats de cette étude. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois qu'il y a eu des problématiques, on a fait en sorte de lui apporter des réponses claires, des réponses précises. Il y a une volonté pour nous, je lui ai envoyé par plusieurs messages en lui demandant de mettre des personnes aguerries pour pouvoir, avec une certaine dextérité, pour pouvoir utiliser cette tour. Et il y a vraiment une volonté de ne pas vouloir répondre à cette demande de la part du président. Je ne parle pas des autres membres, mais de la part du président, puisque je ne traite, mes communications ne traitent qu'avec le président. Je laisse la parole au maire ou à M. Fleury, si vous voulez apporter des compléments. Oui, à juste titre, effectivement, la vérité de M. Lucas est à géométrie variable, puisqu'il aurait pu vous communiquer les résultats de l'étude. Vous les avez eus en main ? Alors je les ai vus, ces résultats d'études. Alors pourquoi vous laissez supposer que les résultats sont discutables ? Non, non. J'ai moi-même vu, j'ai constaté qu'effectivement, on arrive au 2e étage, il y a du rayonnement, mais le 3e étage, il n'est pas traité. C'est-à-dire qu'il est traité quand vous êtes à l'intérieur, mais il n'y a pas de résultat quand vous êtes à l'extérieur de l'aquarium.
je l'ai bien vu. Vous avez un rayonnement au deuxième. Vous constatez qu'entre le premier étage et le deuxième étage, ça augmente. Mais j'aurais bien aimé savoir au troisième étage ce qui se passait. Or, le résultat du troisième étage, il a été fait à l'intérieur, mais pas sur la passerelle extérieure. Vous voyez ? Donc là, moi, ça me pose un problème. Je ne connais pas, sur le rapport qui a été fait, je ne connais pas le niveau de rayonnement, de rayonnement sur le troisième étage, sur la passerelle. Alors, j'avoue qu'ils vont pas être... J'avoue qu'ils vont pas être soumis à du rayonnement. Moi-même, dans ma carrière, j'ai été soumis à beaucoup plus que ça, et j'en suis pas mort. Je pense que... Mais on envoie du personnel qui est bénévole, qui est volontaire, bénévole. Même s'il y avait le moindre risque, on n'a pas à leur faire prendre ce risque. Ils doivent être à l'abri. Alors, ils sont à l'abri à l'intérieur, mais à ce moment-là, il y a un problème de communication. Alors, moi, je n'ai pas fait les tests de communication par VHF ou je ne sais pas. Bien sûr, l'étude, on fait l'étude. Donc, on vient de rater déjà une saison. Hein. L'étude, elle va durer encore combien de temps ? On va rater la deuxième. C'est-à-dire que tout l'été, cette vigie n'a pas été opérationnelle. Voilà. Et l'été prochain, est-ce que ça sera encore le cas ? Ou l'été d'après ? Il y a urgence, à mon avis, à traiter ce problème. Il y a urgence, parce qu'il y a un trou dans la raquette. Notre vigie, qui est un magnifique outil, c'est très clair. Hein, on a vraiment quelque chose de bien. C'est dommage que ça ne soit pas exploité. Alors, c'est ce que je constate. Pour information, enfin, après je donnerai la parole à d'autres qui veulent intervenir. Pour information, dans le dispositif de surveillance, on n'est pas tenu de fournir une vigie aux membres du CCFF. On n'est pas tenu de leur fournir. D'ailleurs, on ne peut même pas les obliger à y monter. D'ailleurs, ils n'y sont pas montés. Donc vous voyez bien que de ce côté-là, vous dites, vous les envoyez. Non, on ne les envoie pas. S'ils ne veulent pas y monter, ils n'y montent pas. Donc déjà, ça, c'est une certitude. Ensuite, donc, ça ne fait pas partie, les patrouilles, ça fait partie du dispositif CCFF. L'utilisation d'une vigie, ça ne fait pas partie. Il y a des communes qui ont un CCFF et qui n'ont pas de vigie. Et ils font quand même des patrouilles. Donc, je vais vous dire, à un moment donné, le CCFF, ou en tout cas par la personne de son président, n'y met pas de la bonne volonté. On l'entend bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, on a d'autres options que de faire utiliser cette vigie par le CCFF. On peut aussi complètement conventionné avec le SDIS pour y mettre des caméras H24 qui vont couvrir toute la zone. Et il n'y aura aucun problème de surveillance. On peut aussi voir... Non, mais à un moment donné, on est dans le dialogue, même s'il est compliqué, on est dans le dialogue, mais on cherche des solutions. Parce que nous, on n'a pas construit cette vigie juste pour faire une vigie. Donc, si la persistance, effectivement, du CCFF Bagnolet est de ne pas utiliser cette vigie, on peut aussi même essayer de voir avec des CCFF voisins si eux, ils sont intéressés pour l'utiliser. Il n'y a aucun problème. Si eux considèrent qu'effectivement, ils ont la dextérité, ou en tout cas le personnel qui est apte pour ouvrir une trappe et passer en sécurité, bien, on fera en sorte. Pour l'instant, comme le dit monsieur Zorzut, on sent qu'il y a une position de blocage qui nous vient, effectivement du président. Eh bien, on va continuer à faire, mais on n'en restera pas là. On n'en restera pas là. Merci. J'espère bien que cet outil sera utilisé et sera opérationnel parce que c'est sûr qu'il y a sûrement des communes qui n'en ont pas, mais nous, on en a une. Et donc, on en a une et il faut l'utiliser. Après, autour de la table, il y a 2 membres du CCFF. Je vous invite à... Je pense que M. Saillet, vous avez pu aller en haut de la tour et vous pouvez nous donner vos impressions. Ou alors, M. Fleury, donnez-nous vos impressions. Il n'y a pas de... Oui, moi je peux vous donner mon témoignage. Il y a 2 ans, quand elle était toute neuve, que la trappe était hyper lourde, malgré que j'étais opéré des 2 épaules cette année-là, je l'ai quand même soulevée. Et cette année, alors que j'ai un problème d'arthrose de hanche, je suis aussi monté là-haut et j'ai aussi levé cette trappe. Donc avec un petit peu de bonne volonté, je pense que c'est tout à fait faisable. Ensuite, au niveau
Au niveau communication, moi aussi j'ai fait des essais de communication. C'est vrai qu'au niveau émission, il y a un problème. Mais il suffit de sortir 5 secondes sur la passerelle. Et donc, cette passerelle, il y a peut-être un taux de rayonnement qui n'a pas été mesuré, mais on n'y est pas sur cette passerelle. On ne fait qu'y passer pour rentrer dans l'aquarium. Et en cas, si on repère une fumée, eh ben on peut déjà utiliser notre téléphone pour appeler sans aucun souci. Et si vraiment on veut passer par la radio, on sort 5 secondes pour appeler. Avec un peu de bonne volonté, je pense que c'est faisable. Voilà. Moi, je n'ai pas l'impression de me mettre en danger quand je monte sur cette tour de vigie, tout simplement. D'autres questions ou sujets que vous souhaitez aborder? Non? On va donner à Monsieur Saillet. Ah si, j'ai une question. Alors, même si c'est le département, est-ce que vous avez des nouvelles un petit peu sur les travaux sur la D4 pour le tourne à gauche? Parce que, alors, autant vous dire que le travail, alors déjà, c'était déjà pas fameux, mais avec les pluies qu'il y a eu, bon, c'est vrai, on a pris 150 mm voilà, en l'espace en 2 épisodes pluvieux. Enfin, je veux dire, on constate bien que ça sera pas, voilà, ça sera pas viable à long terme, ces travaux. Et je pense que maintenant, il faut un petit peu secouer le département, qu'il fasse des travaux comme il le faut, parce qu'on arrive à Bagnoles. Alors, les entrées du village, elles sont déjà pas extraordinaires, mais là, ça fait vraiment, il manque plus qu'un peu quelques poubelles et on se croirait à la décharge quand on est en train de remonter les digues. Là, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, quoi. Je veux dire, déjà pour reprendre les travaux, que ce soit fait dans les règles, et en plus que ça soit harmonieux avec, oui. avec le paysage. Alors, la problématique que vous évoquez n'est pas liée au tourne à gauche, hein, c'est plutôt lié à l'accès au chantier, hein, puisque l'eau, elle vient depuis le vallon de l'accès du chantier. Et le département a donné son feu vert pour l'accès au chantier. Cependant, il a mis une condition, c'est que la responsabilité de celui qui a eu donc cet accès et cette autorisation, c'est de remettre en état et de ne pas nuire effectivement à la route départementale. Donc tout ce qui peut mettre en danger effectivement l'usager de la route départementale, ce sera de la responsabilité de cet aménageur. Donc, s'il y a une amende, le département pourra lui mettre une amende. C'est lui qui doit nettoyer la route. C'est lui qui doit faire en sorte, effectivement, que son accès chantier ne mette pas un problème de sécurité sur la route départementale. Donc, aujourd'hui, c'est un accès chantier. On peut pas. Le département a la possibilité, effectivement, de lui demander de remettre en état la route si jamais, effectivement, il y a une problématique. Mais tant que le chantier n'est pas terminé, on ne peut pas faire acter la conformité de l'accès, puisque c'est un accès chantier pour l'instant. Oui, pour la partie lotissement, mais aussi les travaux pour élargir la D4 pour faire le tourne à gauche, c'est surtout ça qui devrait reprendre et surtout suivre un petit peu et un peu mieux, quoi. Oui, non, mais là pour l'instant, ça c'est la surveillance du département également, puisque c'est eux qui vont réceptionner, c'est eux qui vont réceptionner effectivement l'élargissement et le tourne à gauche. Donc ça c'est pas du ressort directement de la commune. Ça n'empêche de les relancer en disant bon là ça serait peut-être bien de commencer à suivre réellement les travaux, quoi, parce qu'il y a personne. Hein. Je pense que Madame, enfin notre DGS et les services techniques sont rendus déjà sur place. Si le département travaille comme ça, je peux vous dire qu'aujourd'hui on est tombé bien bas. Oui, on a eu des remarques aussi sur les fissures qui sont juste un peu plus loin, oui, que la route commence à... Je me souviens, j'en avais parlé il y a un an, et monsieur le maire avait dit que le département lui avait dit que c'était sous surveillance. Alors maintenant, je complète en disant qu'à la fin du mois, ils interviennent. Oui, ils ont fait des marques. Donc à la fin du mois, ils viennent réparer le faïençage de cette partie. Donc, on a en tout cas, on a une autorisation de voirie qui nous a été déposée concernant les travaux à ce niveau. J'ai vu les coups de bombe. Voilà. Bon, normalement, c'est sous contrôle. Sous surveillance. Je pense qu'il y avait un déplacement de poteau. Ça fait un moment que je ne suis pas passé par là, mais
Il y a encore un poteau à déplacer. Je pense qu'ils attendent toujours. Je sais pas, mais franchement, c'est. Enedis qui doivent déplacer un poteau. Donc déjà, il y a, vous savez, la lenteur avec Enedis, des fois, ça peut mettre du temps. Hein. C'est pas toujours du ressort de l'aménageur, en l'occurrence. D'autres points que vous souhaitez soulever? Non? On va donner, donc on va mettre un terme à la retransmission. On va remercier donc les personnes du public, les élus et les personnes qui sont restées chez elles de leur écoute attentive, et nous leur donnons rendez-vous au 14 novembre, jeudi 14 novembre, date du prochain conseil municipal. Je vous remercie, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée.